Alors, je souhaitais, avec Nicole Vernazin, terminer cette matinale. En fait, Nicole, on se connaît indirectement, puisqu'on fait partie du même groupe de travail au Conseil de santé publique. Une belle aventure, puisque depuis le mois de mars, on a créé un sous-groupe sur l'hygiène, la prévention, l'environnement pour la Covid. Et donc, on échange beaucoup, souvent par téléphone, lorsqu'on travaille sur nos avis. Et je la remercie beaucoup parce que donc elle est anthropologue de la santé et elle est dans l'université Espace qui regroupe plusieurs villes, plus qu'Avignon comme c'est noté ici. Et donc, en fait, tout à l'heure, quand on a parlé du virus, on nous a dit que le virus arrivait dans une cellule, on nous l'a bien montré, et qu'il désorganisait cette cellule. Eh bien, ce virus, il est arrivé aussi dans notre société et il a désorganisé depuis le début de l'année notre société. Et donc, je voulais me placer au niveau du citoyen qui découvre finalement cette situation de crise avec des messages qui arrivent, si je puis dire, dans tous les sens, parfois contradictoires. On a beaucoup de mal à comprendre. Je remercie tous ceux qui ont parlé ce matin parce qu'au moins on a bien précisé un certain nombre de choses, pas tout, parce qu'on a orienté évidemment notre matinale sur la qualité de l'air. Mais donc je voulais lui demander, en fait, en se plaçant au niveau du citoyen, et Nicole a eu l'expérience aussi de d'autres épidémies ou pandémies comme le sida, comme l'épidémie de chikungunya, par exemple, à l'île de la Réunion. Euh, Finalement, comment on peut se mettre à la place d'un citoyen qui reçoit toutes ces informations parce que on a besoin de lui, parce que c'est lui qui va porter le virus, qui peut le transmettre. Comment on peut se mettre à sa place et réfléchir à ses comportements, aux gestes qu'il doit faire, qui en impose un certain nombre de mesures barrières, de restrictions, de liberté et autres. Voilà, c'est une petite réflexion un peu au niveau du citoyen et de l'individu. Merci Nicole pour votre présentation. Euh, Bien, merci à vous. Voilà, effectivement, c'est l'occasion de se voir, de voir effectivement d'autres collègues, certains que je connaissais comme Catherine Leport, avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer pour une maladie, l'implantation de l'Aedes albopictus en métropole, et d'autres collègues effectivement avec qui on échange souvent au travers des avis qu'on a émis depuis sur le Covid. Alors peut-être, il faut peut-être d'abord savoir ce que l'on sait sur actuellement. Moi, je suis anthropologue de la santé, politologue de formation, et ce que l'on sait sur la compréhension de la population à travers les travaux finalement qui sont ceux qui s'approchent le plus, qui sont ceux des sciences humaines et sociales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, ils vont demander certainement beaucoup plus de temps que ce que l'on implique l'épidémie actuellement, parce que beaucoup vont s'appuyer sur des données qualitatives. Et qui dit qualitatif, ça veut dire en gros des entretiens, des récits de vie quotidien, etc. Et donc, mes collègues, de manière générale, prennent beaucoup plus de temps que ce qu'avance le virus. Donc, beaucoup de travaux ont été lancés, grâce notamment à l'ANR, Agence nationale de recherche, à l'Agence nationale de recherche sur le sida qui est un peu plus ciblée, etc. Donc, il y a eu assez rapidement d'ailleurs beaucoup de financements et ça on peut s'en féliciter, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Et souvent, ce qu'on a actuellement des chercheurs en sciences humaines, c'est plutôt, ils s'appuient sur ce qu'ils savent déjà d'épidémies antérieures pour pouvoir un petit peu nous parler du virus aujourd'hui. Ce qu'on a par contre d'assez intéressant, c'est qu'il y a maintenant des études quantifiées qui ont été aussi financées, notamment le projet Coconel, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Il y a aussi Attitude dans le Covid qui dépend de Sciences Po, c'est une équipe un laboratoire de Sciences Po, qui ont produit pas mal d'études sur la population. À partir finalement, ils se sont initialement intéressés au confinement, qu'ils avaient perçu comme un basculement dans une autre vie, une rupture de notre quotidien et de nos certitudes. Et en fait, ce sont
essentiellement des études quantifiées par sondage téléphonique. Hein, ils s'appuient sur des panels qui parfois étaient déjà constitués et souvent ils confrontent cela à quand même au regard qui est porté aussi sur le politique, hein, c'est-à-dire le gouvernement, les élus régionaux, les municipaux ou le gouvernement. Voilà. Donc ça, c'est plutôt les deux angles d'approche que nous avons. On peut pas mal se servir aujourd'hui déjà de ce que, et on s'en est servi, je m'en suis servi notamment pour les avis auprès du Haut Conseil sur les études de Coconel et de Action contre le Covid. Alors, je vais quand même un peu revenir, hein, si vous voulez bien, Fabien. D'abord, quand on parle de population, de qui on parle, hein? Sémantiquement, on parle de population, mais vous parlez de citoyens, on parle aussi d'opinion publique. Hein. L'opinion publique, c'est celle quand même qui émet des avis et qui vote. Hein. Et donc là, en ce moment, on entend parler des votes. Hein. On ne sait pas encore comment on va voter. Et puis récemment, Catherine Leport a organisé un colloque la semaine dernière. J'ai entendu parler du récepteur. Hein. C'était sur les médias et donc on est aussi récepteur de messages et est-ce qu'on est plus ou moins passif, c'est à discuter. Voilà. Quand même, quand on parle de population générale, il faut aussi penser que cette population, elle est mobile au fil d'une même journée, hein, et qu'on occupe différentes fonctions. C'est-à-dire qu'on va être, le matin, mère de famille, hein, s'occupant des enfants, mais qu'ensuite, on va être aussi un professionnel de santé, on va être un commerçant, on va être un scolaire, et puis le soir, on va rentrer, se mettre devant la télévision et passif, regarder les médias. Hein, c'est ce qui a été d'ailleurs longuement discuté l'autre jour. Voilà. Alors, moi, je me suis dit, fort de ce que vous m'aviez demandé, Fabien, je me suis demandé un petit peu, voilà, j'ai fait un petit retour thématique. Alors, ça revient un petit peu aussi sur ce qu'a dit ce matin Madame Lepage. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la dynamique de la pandémie et de sa gestion sociale et médicale? Mais d'abord, il y a un gros facteur qui est quand même celui de l'incertitude, hein, sur le virus, hein, puisque, entre guillemets, on apprend des choses tous les jours avec en plus des allers-retours. Hein. Et dans nos certitudes, puisqu'en fait, on était parti depuis un certain nombre de décennies, hein, sur l'idée qu'en fait, on était relativement invincible par rapport aux risques grâce à la technologie et grâce à nos connaissances scientifiques, et que finalement, notre aptitude à maîtriser le monde, même si elle avait été un peu prophétisée par certains, hein, que Catherine parlait tout à l'heure, effectivement, ça fait un moment qu'on parle qu'on va avoir des virus, on pensait qu'on maîtriserait tout. C'est pas gagné. Alors, l'éruption du virus, ça s'est traduit rapidement, d'abord par le confinement, chez nous. Et rappelez-vous, j'ai retrouvé d'ailleurs le Courrier international, je ne sais pas si ça va bien passer, hein, mais Courrier international fait à un moment donné sa page sur sur le risque de pénurie. Hein, et la population générale, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est précipitée dans les commerces, dans les supermarchés, en ayant peur de manquer, malgré que le gouvernement avait dit ça ne manquera pas. Hein. Et puis, on a quand même adopté rapidement des nouvelles façons de fonctionner. Hein. Alors, peut-être pour moi, vous avez fait, pour inaugurer le confinement, l'apéro web. Hein. C'était une façon de rentrer dans une nouvelle relation sociale et de face à face, puisque, bon. Mais par contre, on n'a plus de réunions familiales, on n'a plus, rappelez-vous, de fêtes religieuses. Hein, Pâques, on l'a passé solitaire. Pour certains, ça a dû être beaucoup plus dur que pour d'autres. Il y a eu aussi toute la question des personnes décédées dont on a travaillé au Conseil de la santé publique. Hein, c'est-à-dire, en gros, ces personnes qui partaient à l'hôpital et qu'on ne revoyait pas, même pas une fois qu'elles étaient décédées, et qu'on enterrait relativement, et qu'on enterre peut-être toujours relativement solitaire. Peu de mobilité. Et pourtant, le constat est fait quand même par tous les observateurs, c'est que nous avons été quand même assez respectueux du confinement et qu'il y a aujourd'hui un constat, il y a eu peu de contraventions pour mauvais agissements. Hein, donc c'est qu'en fait, on a été relativement docile. Alors, malgré tout, la situation s'est métamorphosée au fil du temps, voilà, et au fil du mois. Alors, sur le plan d'environnement, je vais revenir un petit peu ce qu'a dit ce matin Corinne Lepage, hein, et ce qui a été dit tout à l'heure aussi à propos d'Air Paris. Rapidement, la presse nous avait fait l'écho, je ne sais pas si vous en souvenez, elle reprenait un petit peu le discours d'institutions, d'associations écologiques
sur un retour à la nature aux quatre coins de la planète. On était à peu près 4 milliards confinés à ce moment-là. Alors, on nous a parlé de répit pour les animaux sauvages, on nous a aussi raconté que les hérissons, les canards, les chèvres réinvestissaient la ville. Hein. Mais ça a été aussi un moment où on nous a parlé de l'eau, du sol, de l'air purifié, de Venise qui était redevenue propre. En gros, on était dans un moment relativement d'enchantement. Hein, ça a même été écrit dans la presse, une parenthèse enchantée, avec l'idée qu'on allait changer. Et rappelez-vous du confinement, on a dit aux gens, vous allez voir, nous allons tous changer, on a tous pris conscience, etc. D'ailleurs, on consomme mieux. Hein, les gens sont allés plus rapidement vers le petit commerçant et vers la MAP. Et on va se diriger vers un modèle économique. Hein, donc, on va opérer, comme disait ce matin Madame Corinne Lepage, une transition écologique. Bon, si ce n'est qu'il y a eu le jour d'après, dont on nous a beaucoup parlé, et que quand on a rebasculé, d'abord le rebasculement s'est pas fait immédiatement, il a été progressif. Hein, donc, il y a eu un déconfinement progressif. Et puis surtout, aujourd'hui, la pandémie dure. Hein, on n'est plus du tout revenu à l'état antérieur. Hein. Et pourtant, si vous le constatez, vous verrez qu'il n'y a pas finalement d'opinions qui sont émises aujourd'hui sur ce fameux enchantement dont on nous avait parlé, ce retour à la nature. Il y avait eu déjà un bémol en nous disant, oh là là, mais dès que nous allons reprendre la voiture, on va écraser les hérissons. Qui n'ont pas pris et qui sont nés, qui n'ont pas l'habitude de l'homme. Et surtout, aujourd'hui, le discours est passé aux conséquences économiques, au retour aux activités industrielles et commerciales. Et c'est vrai que dans les études, par exemple, les études que je vous citais tout à l'heure, Attitude on Covid, c'est sûr qu'il y a une action. Hein, quelque part, la population générale, on l'a recaptivée vers autre chose. Après la nature, on l'a recaptivée vers le fait qu'il fallait que l'économie tourne. Hein, et qu'on ne pouvait pas rester sur cette situation. Et ça a été aussi évoqué ce matin. Hein. Le discours sur la pollution, en fait, eh bien, aujourd'hui, on l'a avec le déchet, c'est-à-dire le déchet de l'utilisation liée au masque, aux blouses jetables, etc. Tout ce qui est un peu à usage unique, hein, du fait de la contamination, les lingettes, les blouses, les masques, etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous, au Conseil, on nous inciterait plutôt à vouloir valoriser le masque tissu, hein, plutôt que le masque jetable, qui pourtant a été maintenant un petit peu largement admis. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Eh bien, comment la population vit-elle, comment elle accepte? Eh bien, Fabien, moi je vous dirais que d'abord, il y a eu donc cette première éruption du Covid, qui je pense a été vécue comme un malheur collectif. Hein, et là, les travaux de sciences humaines, mais plutôt qualitatifs, nous l'expliqueront certainement beaucoup mieux dans quelques temps. Mais un malheur collectif qui impliquait quand même une attitude de prévention individuelle, hein, c'est-à-dire en gros distance physique, une hygiène, l'usage du masque, la limitation de nos mobilités professionnelles et familiales, et donc une certaine docilité personnelle, hein, plus que familiale. La deuxième phase, ça a été surtout le fait qu'on a été soumis à un matraquage d'informations. Hein, et là, je vous renvoie, si vous aurez certainement des écrits à ce qui a été dit la semaine dernière dans le colloque de Catherine Leport sur les médias. Informations qui étaient complémentaires, qui ont été évolutives et souvent contradictoires. Ce qui fait que l'opinion générale, mais même les professionnels de santé, s'ils ne sont pas retrouvés, ils ne s'y retrouvent toujours pas. Hein. Alors, rappelez-vous, la première idée qu'on nous avait insufflée, c'était que ce virus, c'était la grippe, c'est comme une grippe. Hein. Après, on nous dit que ça ne l'était pas. Hein, et aujourd'hui, on nous dit en plus de nous vacciner contre le virus de la grippe. Donc, on a toujours cette référence à la grippe. Et je me souviens de travaux que j'ai menés maintenant il y a presque une vingtaine d'années, mais qui mettaient en évidence qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, la grippe, c'est pas une maladie mortelle. Hein. Malgré les campagnes d'information annuelles, par exemple, je me souviens que j'avais fait une enquête où j'interrogeais de futures infirmières dans des écoles d'infirmières, et quand on leur posait
À l'époque, c'était surtout un travail sur le sida, mais quand on mettait la grippe, qu'est-ce qu'elle disait? Alors qu'elles étaient des futurs professionnels de santé, elles disaient des symptômes, la toux, le rhume, etc. Mais aucune n'évoquait la question de la mort, alors que toutes les pharmacies affichaient des informations disant qu'en fait, la maladie était mortelle pour papy et pour mamie, en particulier. Donc, aucune référence à la mort. Donc, ça aussi, ça a brouillé certainement le discours. Et je crois qu'aujourd'hui, parce que ces phases ne sont pas forcément segmentées, elles sont aussi complémentaires, elles se combinent, il faut lutter contre un sentiment de fatalité qui pourrait s'installer dans la mesure où on ne pourrait peut-être pas grand-chose à ce virus et que la situation, on sent bien qu'elle nous dépasse. Et je conclurai certainement là-dessus. Une autre idée aussi, qu'il faut peut-être aussi lutter contre l'idée de banalisation. On nous dit aujourd'hui qu'il faut apprendre à vivre avec. Mais apprendre à vivre avec, ça on le sait pour d'autres maladies, par exemple pour le palu sur lequel j'ai travaillé. Au bout d'un moment, quand les sociétés se sentent impuissantes et que la population se sent impuissante, elle s'en remet à l'État. Donc à l'État, et donc elle a un peu tendance à désinvestir. Et deuxièmement, on entend beaucoup ces derniers temps ce discours, je suis un jeune, mes parents me disent il faut que tu vives, vis tes 20 ans, vis tes 30 ans, voilà, vis avec un certain nombre de gestes minimums de prévention, mais va travailler. Donc cette idée, en gros, on est rentré dans une phase de vie qui serait plus aussi catastrophique que ce qu'elle était au début. Donc on est voilà. Alors, récemment, je peux dire, communiquer pour changer, c'est ainsi que j'ai intitulé ce petit paragraphe dont je vais vous parler, c'est qu'on voit émerger un autre discours plus régulier sur le fait que les populations n'adhèrent pas aux consignes, qu'elles les comprennent mal. Sincèrement, je trouve que dans les derniers, j'ai un peu feuilleté la littérature, la presse et des écrits pour ce séminaire. Véritablement, on est dans une phase où la population est mise en accusation. Je crois quand même au début, on nous a confinés, on était passifs. Aujourd'hui, on nous accuse et on veut qu'on change de comportement. C'est quand même un peu la question que vous me posez. Si ça marche pas, c'est que c'est en gros la faute à la population. Anne-Marie Moulin, l'autre jour dans le séminaire, interprétait ça sur le fait qu'en fait, la population serait plutôt désabusée. Il y a un manque de confiance dans les politiques, les scientifiques, en particulier des experts, et enfin les médecins. Alors ça, c'est peut-être vrai, ça demande à être travaillé, mais en tout cas, c'est vrai que la population est accusée. J'y reviendrai en conclusion, j'ai une opinion quand même qui est peut-être un peu différente là-dessus. Alors, je crois quand même, ça ce qu'on sait au niveau de l'anthropologie de la santé, notamment dans d'autres sociétés, c'est qu'en fait, il y a une idée reçue dans le domaine des responsables en charge de la communication, c'est qu'ils ont affaire à des sujets que je qualifierais de sujets neufs. C'est-à-dire qu'il suffirait de dire à quelqu'un, voire d'expliquer pour que les choses fonctionnent, et que si sur ce sujet neuf, ce que nous serions, ça ne fonctionne pas, il y a deux raisons. Soit on ne veut pas, c'est-à-dire on est dans l'opposition, voire dans l'opposition politique, soit on ne comprend pas. Et encore récemment, j'ai vu une collègue biologiste qui disait ça à propos des gens que le discours scientifique ne pouvait pas être compris par la population. On ne peut pas comprendre un discours scientifique, même simplifié. Et on parle même aujourd'hui, un mot qui est très à la mode, c'est la littératie, qui vient plutôt de nos collègues canadiens, la littératie, qui serait en fait notre aptitude à pas bien lire et à pas bien comprendre. Voilà. Alors, moi, c'est une position que je ne partage pas, et d'autres collègues non plus. C'est-à-dire qu'en gros, quand même, il faut quand même faire un retour en arrière. Si on prend la population française, aujourd'hui, elle est beaucoup plus instruite.
Et de toute façon, en termes de savoir, elle est certainement plus hétérogène. Il y a effectivement des gens qui sont moins qualifiés, qui ont moins fait d'études, moins scolarisés. D'ailleurs, quand on fait des études classiquement, on l'avait vu pour le chikungunya à La Réunion, ce sont malheureusement les moins instruits, les plus passifs, qui comprennent le moins et qui adoptent le moins vite les comportements. Et effectivement, les classes supérieures, plus instruites, qui adoptent mieux les comportements. Ça, c'est un classique des études scientifiques, tant qualitatives que quantifiées. Par ailleurs, concernant le Covid-19, le savoir scientifique pour la population, ce savoir qu'on voudrait lui faire, auquel on voudrait le faire adhérer, il a été plutôt perçu comme contradictoire, évolutif, et donc la population, je crois quand même, elle a tendance à relativiser les données qui lui sont données aujourd'hui. Je reviens à l'idée de la grippe tout à l'heure. Et elle ne comprend pas toujours d'ailleurs, il y a toute une question de compréhension de pourquoi ce savoir scientifique, il est mobile. Pourquoi depuis le départ, on nous dit des choses, on se contredit, etc. Et que peut-être, tout simplement, c'est parce qu'on ne sait pas et que les scientifiques le disent moins que les experts qui passent dans les médias et qui ont toujours un avis sur tout. Surtout aussi, ce savoir qu'on voudrait nous inculquer aujourd'hui sur le virus Covid-19, sur la maladie Covid-19, c'est qu'en fait, ça les anthropologues l'ont bien travaillé autour des questions, notamment le palu, c'est que ça vient interagir avec les savoirs que nous avons acquis au cours de notre vie. Dès le tout début, on apprend aux enfants l'hygiène, par exemple, en Afrique, on leur apprend comment se transmet le palu. Donc, les enfants acquièrent un certain nombre de savoirs, savent que c'est un moustique qui vient, qui pique et qui pique quelqu'un qui est dans son lit. Il y a des images, il y a beaucoup d'images qui sont diffusées dans la population africaine pour expliquer ce que c'est que le palu. Et pourtant, vous avez encore des collègues qui ont fait des travaux récents qui montrent que par exemple, c'est une étude qui est menée au Cameroun, où j'étais longtemps travaillé, les populations associent le palu à la consommation de fruits, notamment à la consommation de mangue. Et pourtant, donc, ce qui veut dire qu'en fait, on va avoir un savoir qui va être cumulatif entre ce que l'on apprend tout au long de sa vie, les conseils que l'on nous donne, et des expériences de maladie que l'on a eues sur lesquelles notre corps a plus ou moins bien réagi. Et on a aussi une image de soi, de la qualité de son organisme à réagir à un problème de santé. On se sent fort, cette notion de moi je suis fort, j'ai une bonne énergie, etc. Et donc, tout ça, il y a un mode cumulatif. Donc, ça va se rajouter aussi avec une certaine conception, entre guillemets, culturelle, selon les sociétés, de ce qu'est la maladie, le sens qu'on va lui donner. Dans notre société, on a donné un certain sens à ce virus. On y a donné des explications scientifiques, et puis on l'a ancré aussi dans des fonctions un peu plus symboliques, dans d'autres conceptions de la maladie, et même à des interdits qu'on n'aurait pas respectés. Notre rapport aux animaux, notamment, ou que dans certaines sociétés traditionnelles, des interdits que dans le lignage, on n'a pas respecté. Donc, il y a aussi un sens plus global qui est donné à ce que c'est qu'une maladie, pourquoi elle émerge à un moment donné dans notre histoire personnelle, dans notre histoire familiale ou dans l'histoire de notre société, ou même aujourd'hui dans l'histoire du monde. Alors, peut-être pour conclure, je voudrais aussi, pour vous donner, et tout ça, c'est aussi des regards différents. Là, on était plutôt sur ce que savent les anthropologues. Je vais plutôt vous parler de ce que l'on peut aussi envisager, c'est-à-dire les travaux qui sont menés par les psychologues, parce que je pense qu'il y a une approche qui est intéressante, qui intéresse aussi d'ailleurs en règle générale les anthropologues, et qui est issue de la théorie des représentations sociales. Ce sont plutôt les psychosociologues qui s'y intéressent, et c'est la question de l'implication personnelle
qui est considérée comme une variable majeure pour expliquer les perceptions et les pratiques des personnes en matière de santé, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est que l'implication personnelle? Alors, je vais vous le résumer parce que je ne suis pas c'est pas entre guillemets les théories sur lesquelles je travaille le plus souvent. Mais en gros, il y a trois composantes dans l'implication personnelle. Il y a d'abord ce que les psychologues appellent la valorisation de l'objet, hein, et qu'ils vont repérer dans des échelles qui vont aller de c'est une question sans importance à c'est une question de vie ou de mort. Chacun va se repérer par rapport à ça. Le Covid, est-ce que c'est une question sans importance ou est-ce que c'est une question de vie ou de mort? L'identification de l'individu, également repérable sur une échelle. Ça ne concerne que moi. Je me sens directement, strictement concerné, ou ça concerne tout le monde, ça concerne l'espèce. Ou je me sens concerné, mais pas plus qu'un autre. Voilà, c'est le type d'interrogation que vont avoir les psychologues. Et également la capacité, ce qu'ils appellent la capacité d'action perçue, perçue d'action. Pareil, ça dépend de moi et je n'y peux rien. En gros, c'est les deux limites de l'échelle, et ça va se combiner en fait avec deux notions aussi très intéressantes qu'on avait utilisées pour le chikungunya à La Réunion, c'est-à-dire l'efficacité perçue des moyens de prévention. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense de l'efficacité des moyens que l'on nous donne pour nous préserver, et ce qu'ils appellent l'accessibilité perçue. Est-ce que je peux et on se rend compte, par exemple, on s'en était rendu compte sur le chikungunya, il y a des moyens que les gens que la population considérait comme des moyens efficaces, mais qui lui paraissaient difficiles à mettre en place. Phytoxer une pièce, ça paraît plus facile dès lors qu'on peut acheter une bombe, un aérosol, que peut-être gérer les déchets dans son jardin, que nettoyer son jardin, etc. Donc, il y avait... c'est pas parce qu'à un moment donné, la population ne pense pas qu'un moyen de prévention est efficace qu'elle va forcément l'adopter. Ça, c'est ce que nous appelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est qu'en fait, il va y avoir une implication maximum par rapport à un risque donné lorsque l'individu va se sentir concerné, qu'il va considérer que l'affaire est d'importance et qu'il y peut quelque chose. Donc, il y a quand même trois éléments à prendre en compte. Et si on revient à la question du Covid et que, par exemple, on l'analyse pour ce qui est des classes d'âge, en ce moment, on discute pas mal. On a parlé d'abord des jeunes, puis ensuite on a parlé des vieux, puis maintenant, on essaie un petit peu de combiner les deux. Alors, on peut dire que si les jeunes sont peu impliqués, c'est peut-être parce qu'ils ne se sentent pas plus concernés que le reste de la population, voire peut-être même moins, que ça ne leur semble pas qu'il s'agisse d'une affaire plus importante que d'autres. Ils ont leurs études, ils ont leur travail, ils ont leurs amis, et qu'ils n'y peuvent pas grand-chose. Peut-être pensent-ils que les moyens de prévention ne leur semblent pas d'une totale efficacité. Par contre, si on voit l'autre versant, c'est-à-dire les personnes âgées, dont on ne dit pas suffisamment, me semble-t-il, qu'elles sont quand même très compliantes. Moi, je trouve qu'elles ont fait très attention d'emblée. Elles sont beaucoup plus impliquées car elles se sentent davantage concernées. Et d'emblée, on leur a dit d'ailleurs que c'était elles qui étaient concernées, parce qu'elles étaient davantage vulnérables. Et donc, en fait, pour elles, il s'agit d'une affaire majeure. C'est vraiment une question de vie ou de mort, ce que n'est pas la situation des personnes jeunes. Et elles pensent donc, en adoptant des mesures de prévention individuelle, elles vont donc avoir une capacité d'action. Voilà. Donc, on se rend compte qu'en fait, il y a différentes façons d'envisager ce qu'est la population générale. Et il y a certainement différents moyens d'y répondre et aussi différentes facettes du quotidien qu'il faut prendre en compte au-delà des trois moyens des
prévention qu'on a bien codifiée au niveau, par exemple, du Haut Conseil, c'est-à-dire les gestes barrières, la distanciation physique, et qui est d'ailleurs pas, contrairement à sa mauvaise traduction anglaise, une distanciation sociale, hein, parce qu'on n'est peut-être pas on n'a peut-être pas forcément mis la distanciation sociale renvoie à d'autres notions. Hein. Nous, on est plutôt dans la distanciation physique. Hein. Et c'est à celle-ci qu'il faut faire attention. Et justement, peut-être rester encore en rapprochement social pour pouvoir prendre soin de nos aînés. Hein. Alors, pour conclure, eh bien moi je reviendrai à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros, il y a certainement beaucoup de travaux de sciences humaines et sociales qui seront utiles, mais qui vont prendre certainement un peu de temps. Alors, c'est vrai que nous apparaissons souvent, les sciences humaines et sociales n'apparaissent pas suffisamment des sciences sociales appliquées. Hein, c'est peut-être un peu dommage, mais je pense qu'elles vont nous apprendre beaucoup de choses, mais il faudra un peu plus de temps. Hein. Donc la science a besoin de temps, il faut aussi le savoir. Il faut peut-être aussi lutter contre la lassitude. On est déjà à presque 9 mois de l'épidémie. Hein. Lutter contre la colère, celle des professionnels de santé, parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens pour bien fonctionner. La colère des commerçants aussi, dont les boutiques sont vides, les restaurants sont vides, et celle aussi de la population en général. Donc il faut aussi faire attention à ça, parce que sinon on n'arrivera pas à une bonne acceptabilité sociale de la situation et on ne pourra pas aller vers l'acquisition de comportements. Je veux dire, moi je rentre de Paris, hein, parce que j'avais prévu d'être avec vous, initialement nous devions tous être en présentiel. À Paris, je me suis fait gronder à plusieurs reprises, parce que je suis une Marseillaise un peu indisciplinée, me dit-on, et donc je ne mettais pas suffisamment mon masque. Les Parisiens ont le masque actuellement. Pas tous bien, mais quand même, les gens sont très respectueux. Ils s'écartent tous dès qu'ils vous voient, dès que vous leur parlez. Dans les restaurants, moi, on n'était pas entassés, d'ailleurs les gens ils sont moins nombreux. Donc je pense que on a actuellement une population générale dont je redis qu'elle est quand même assez hétérogène, qui est assez compliante. Vouloir lui faire changer des comportements pour aller vers quoi? Aujourd'hui, on est en train de lui dire que c'est son milieu familial qui est en cause, alors qu'en fait, peut-être, je veux dire, à force de nous confiner et à nous culpabiliser, faut-il culpabiliser la population générale? C'est une question à se poser. Faut-il, voilà, il y a certainement des réflexions à avoir. Et moi, j'aurais un petit peu tendance, et c'est sur ça que je vais conclure. J'ai lu un roman policier récemment où la policière dit il faut faire un reset. Je pense que peut-être aujourd'hui, il faut faire un reset. C'est-à-dire, en gros, il faut repartir du départ, réfléchir à la situation que nous vivons. Hein. Par exemple, plutôt, et ça je l'ai dit à Fabien, hein, plutôt que de fermer les restaurants à partir de 21h hein, et de nous priver de dessert, si on y va le soir, voilà, à 20h30, il faut être parti, donc plus de dessert pour personne. Peut-être qu'il faut que l'État aide les commerçants à changer leur ventilation. On en a beaucoup parlé ce matin. Il y a peut-être, Catherine a dit ce matin, il faut vivre avec des virus, on en aura d'autres. Adaptons-nous, adaptons nos lieux, plutôt qu'à peut-être essayer de toujours tordre ce pauvre individu. Peut-être faut-il que l'État prenne en charge, plutôt que d'aider au chômage ou à la fermeture en disant genre vous fermez, mais on va compenser, peut-être il faut leur dire je vous aide, changez votre climatisation et vous pourrez accueillir beaucoup plus de monde, plus souvent et dans de meilleures conditions, et l'économie pourra continuer et nous, on pourra continuer à vivre. Voilà. C'est là-dessus que je pourrais. Merci beaucoup, voilà, Nicole. c'est un petit peu moi. Voilà, merci beaucoup de toutes ces réflexions. On aurait beaucoup de questions à vous poser. Et bon, moi, en fait, je vais en résumer une parce que effectivement, on avait déjà eu l'occasion de parler. On passe beaucoup de temps au téléphone pour parler de tout cela parce que c'est un peu nouveau. Et voilà, moi, quelque chose quand même m'a un peu surpris. C'est au mois de mars,
tout le monde a accepté le confinement, et vous l'avez dit, tout le monde a supporté ce confinement, c'était nouveau, et on savait qu'il fallait le faire collectivement. Je constate à la rentrée que c'est moins, l'acceptabilité est moindre. Vous avez vu que les Marseillais, ils se sont un peu rebellés. Je dis ça parce que vous êtes dans le coin. Les restaurateurs, les bars, les cafés ont manifesté voilà, alors qu'ils ne l'avaient pas fait au mois de mars, avril. Et la question aujourd'hui, et je comprends très bien, je pense qu'il faut un peu nuancer parce que est-ce que la population, parce qu'on sait qu'on est parti quand même pour un certain temps, est-ce que la population, et globalement, enfin en général, on va accepter toutes ces mesures? Alors, vous disiez, oui, les gens acceptent pour l'instant. On leur dit de mettre des masques, etc. Mais est-ce que, vous parliez à un moment donné de lassitude, est-ce qu'à un moment donné, la population va suivre et qu'on ne va pas avoir des grandes difficultés? Parce que finalement, ce virus, il faut le maîtriser et il faut être tous ensemble pour le maîtriser. Alors, on a donné un certain nombre de règles de prévention, mais est-ce que la population, dans le temps, va supporter toutes ces mesures qui sont quand même contraignantes et qui désorganisent un petit peu notre vie quotidienne? Donc moi, c'était plus dans le sens de l'acceptabilité future. Euh, et on sent aussi qu'on serre les vis. Là. Ce soir, on aura une nouvelle conférence de presse. Il est fort probable qu'on fasse du couvre-feu dans d'autres villes et pas uniquement dans les grandes métropoles. Donc, est-ce que la population va finalement accepter toutes ces mesures qu'on lui demande, et notamment certaines mesures contraignantes, comme notamment un couvre-feu, par exemple? Fabien, il me semble quand même que, enfin, quand je dis faire un reset, je veux dire, quand on a vu arriver au Conseil cette mesure qui allait être le confinement, je veux dire, je me disais, c'est pas possible, on va pas revenir à cette mesure qui est archaïque. Hein. Je veux dire, la littérature en compte, mais je veux dire, le confinement, c'est ce qu'on a toujours fait à l'époque où on n'avait aucun moyen technologique, aucune donnée scientifique pour lutter contre des maladies, un certain nombre de pandémies, qui d'ailleurs s'éteignaient un beau jour de leur belle mort, en ayant justement fait un certain nombre de décès, mais qui s'éteignaient quasiment toutes seules. Donc, on a utilisé un moyen ancien pour gérer une situation dans l'urgence, et on y revient. On y revient 9 mois plus tard. Alors ça, c'est mon point de vue. C'est-à-dire, en gros, quand je dis il faut faire reset, c'est est-ce qu'on a les bonnes méthodes? Moi, j'en ai pas pour l'instant, sinon je vous la proposerai, et en plus, je la ferai breveter. Mais si vous voulez, mais est-ce qu'il faut vraiment qu'on aille encore vers un confinement? Est-ce qu'il faut vraiment, je veux dire, c'est un confinement, vous allez au restaurant le soir, il n'y a plus personne. J'y étais l'autre jour dans un restaurant où normalement ils font 300 couverts, nous étions 12, enfin, et encore pas tous à la même table. Bon, donc je pense quand même qu'il faut aussi qu'on réfléchisse, Fabien, je termine, il faut qu'on réfléchisse, me semble-t-il, aux moyens dont nous pourrions disposer si à un moment donné on réfléchissait autrement. Et ce qui fait que ça fait dire aux gens qu'on est gouverné par la peur, qu'il y a des formes de violence, toutes ne sont pas liées d'ailleurs au confinement, il ne faudrait pas non plus tout lier, etc. Vous parliez tout à l'heure de Marseille, on va aussi naître il y a vraiment des logiques identitaires. On a des régions qui se répondent de l'une à l'autre. On se croirait dans un match de foot, quasiment. On se croit un peu comme des clubs de foot. On a chacun son équipe et si on est Marseillais, il faut qu'on adopte voilà. Je crois que là, on fonctionne peut-être pas juste, semble-t-il. Et absolument quid de l'identification par les nouvelles technologies de ce virus. Et effectivement, qu'est-ce qu'il en est effectivement de pouvoir. J'ai pas mon micro, si normalement. Ah oui, il est là. Quid de la possibilité d'utiliser les nouvelles technologies pour mieux identifier ce virus et vivre avec.
mais avec effectivement la possibilité d'éviter la peur qu'on a tous parce que pas bien informés. Alors que les nouvelles technologies, et en particulier certaines applications, permettraient peut-être et arriver effectivement à faire accepter finalement l'ensemble de la population de la nécessité de se mettre effectivement avec des applications qui faciliteraient nos vies. On va voir la nouvelle là, qui va sortir aujourd'hui, qui s'appelle Tout sauf Covid. Le Stop Covid n'a pas été un grand succès. Est-ce que cette nouvelle application, qui semble-t-il apporte un peu plus de choses, est-ce qu'elle elle va nous aider un peu plus? Honnêtement, je ne sais pas. Nous allons voir. En tout cas, il y a eu un échec clairement de Stop Covid, qui était une application pour justement repérer les cas contacts, s'isoler, être vigilant, aller se faire tester. Bon, on va voir si dans la nouvelle application Tout sauf Covid, de ce que j'ai entendu, nous aurons des informations locales sur la situation du virus, la circulation du virus et autres. Voilà, je suis obligé, je suis en train de regarder l'heure. Oui, pardon, Nicole. Je suis en train de regarder l'heure et on est arrivé au temps qui nous était imparti et je m'aperçois que nos participants, avec cette heure qui commence à être un peu tardive, commencent à nous quitter. Donc voilà, la dernière remarque, Nicole, et puis on va conclure cette matinale. Non, est-ce que vous voulez intervenir? Qui voulait intervenir? Catherine? Oui, pardon. Allez-y, mettez votre micro, Catherine. Je vais tout conjuguer. Je suis d'accord qu'il faut réfléchir autrement. C'est la seule piste dans une situation comme celle-là. La population va-t-elle supporter? Mais la population, c'est nous. Donc, moi, je pense qu'on est chacun responsable. Quand je fais un cours ou une conférence, je sais pas quoi, je dis aux gens qui ont participé qu'ils sont tous redevables de retransmettre autour d'eux les réflexions pour qu'on soit tous dans la même dynamique. Et puis, la dernière question quand même, Nicole, parce que c'est… je voudrais savoir comment dans réfléchir autrement, comment on pourrait trouver moyen de conjuguer la distance physique, qui est obligatoire compte tenu de toute la physique des particules qu'on a vu tout à l'heure, avec la proximité psycho, socio, affective, enfin voilà. Ma seule question, à vrai dire, c'est celle-là. J'ai pas de solution. Hein. Je me dis simplement, et parce qu'on en a discuté avec Fabien Scanasi, et c'est pour ça que m'est venue cette idée de reset, c'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, on ne peut pas aller jusque dans nos retranchements. Le télétravail va apporter énormément procurer des avantages, mais il va apporter énormément de méfaits. Hein. Il est très dur de travailler chez soi dans de très mauvaises conditions, sur un coin de son bureau, dans un coin de sa cuisine, parce que les enfants sont au salon. Voilà, je pense qu'il y a quand même des situations dures. Hein. Tout le monde à Paris, les mètres carrés sont comptés. Je ne pense pas qu'il soit facile de travailler en télétravail. C'est pas la panacée. Aucune solution ne paraît une panacée. Je suis pas sûre, toujours, qu'on peut pas embrasser son papa et sa maman quand ils ont 90 ans. Voilà. Quelle est la limite de nos messages de santé publique? Jusqu'où faut-il, peut-on hein moi, j'étais personnellement particulièrement troublée par ce qui s'est passé autour, et je ne sais pas si ça se poursuit toujours, pour les personnes qui décèdent. La façon dont on traite, je sais qu'on avait eu des travaux autour d'Ebola, les anthropologues sont très sensibles à cette question-là, enterrer ses morts, faire un certain nombre de rituels, même relativement restreints et symboliques, autour de ces morts, c'est quand même des séquelles que nous allons porter en nous, que notre société va porter. Hein. Il faut le prendre en compte. J'ai pas forcément, moi, je dirais quelque part, puisque c'est ça qui nous a donné l'occasion ce matin d'être ensemble avec Fabien Scanasi, moi, ma petite part, je le mène au Haut Conseil. Hein. On rend des avis, et puis ils sont suivis par le gouvernement. Je pense juste que les experts doivent rester des experts et que le gouvernement doit décider.
Alors, s'il se trompe après, je peux, en tant que citoyen, voter, manifester, voilà. Mais je pense quand même que c'est aux politiques de décider, hein, et que beaucoup trop d'experts pensent qu'à un moment donné, poussés par les médias, hein, il faut quand même ne pas être dupe, pensent qu'ils doivent s'exprimer. Je pense que c'est certainement un tort. Il faut mieux. Il y a certainement des choses à retravailler autrement. On ne peut pas tenir comme ça avec des médias qui, à longueur de temps, vont nous agiter. Voilà, me semble-t-il. Alors oui, je sais bien que prendre un peu de recul par rapport à tout ce travail que nous faisons, c'est très compliqué de prendre du recul parce que je peux vous dire que les saisines, elles tombent quotidiennement et on a des réponses à donner très rapidement. Mais c'est vrai que prendre un peu de recul et ce recette que vous avez évoqué pour se dire finalement, mais comment on pourrait faire peut-être un peu mieux. Bon, voilà. Mais là, on est pris actuellement dans la vague. Et voilà, on est entraîné par cette vague actuellement. Vous n'êtes pas d'accord, Catherine? Je suis Non, d'accord. je suis d'accord que une des réponses, c'est penser à la mort et prendre du recul. Enfin, je fais court, mais ça m'a coûté cher. Donc voilà, sur la mort, j'ai œuvré. Mais prendre du recul, c'est pas possible. Mais si prendre du recul, ça dépend de chacun. Parce que, en fait, ce qu'il faut bien se répéter tous, c'est que plus je pédale moins vite, moins j'avance plus vite.